Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. J'ai pas voulu parler. Je sortais juste de mes études, dans un secteur professionnel qui en plus est très très sinistré, celui du journalisme. J'avais une opportunité de faire mes preuves pour peut-être entamer une collaboration dans un grand média. Est-ce que, si j'avais dénoncé ce mec, j'aurais été rappelée ? J'ai pas voulu compromettre mes chances. Et franchement, à ma place, vous auriez parlé. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 6, dénoncer les violences à l'employeur. Dans l'épisode 2, nous avons décortiqué l'organisation du travail. Nous abordions les facteurs de risque et les failles produites par cette organisation sur lesquelles les agresseurs n'ont qu'à s'appuyer pour pouvoir commettre les violences. Aujourd'hui, il sera question de la dénonciation de ces violences. Il y a une idée reçue qu'à la vie dure, les femmes ne dénonceraient pas les violences parce qu'elles n'oseraient pas dire stop. C'est faux bien sûr, et cela sert les intérêts des agresseurs. Prenons un exemple. Émilie a contacté la VFT après avoir subi plusieurs viols. Elle travaille dans le milieu de la musique, un secteur culturel dans lequel on confond les sphères privées et professionnelles. Familiarité, débrief dans les chambres d'hôtel, recrutement autour d'un verre, c'est commun dans le milieu. Et c'est justement parce que c'est commun que les agresseurs peuvent recourir à des prétextes professionnels pour commettre des violences. Non seulement cela permet d'agresser, mais c'est aussi compliqué de signaler ces violences dans une ambiance dans laquelle les relations sont floues, qu'on déguise comme étant une grande famille et où les affects sont très présents. Si elle dénonce, c'est que ça se passe mal, qu'elle perd son emploi. Pour Émilie, qui sait l'importance de la cooptation dans ce milieu, le risque de se retrouver sans boulot fait peur. Dresser la liste de tout ce qui l'a dissuadée de nommer et de dénoncer les viols qu'elle a subis serait vraiment trop long. Mais l'histoire d'Émilie nous apprend quelque chose d'important. S'il est impossible à des femmes de dénoncer ce qu'elles ont subi au travail, c'est bien parce qu'il y a un cadre de travail avec des contraintes objectives. Cela n'a rien à voir avec leur personnalité ou même leur capacité à dire non. Malgré ces contraintes, aucune victime ne reste passive. Elle déploie une grande énergie à éviter les violences, à repenser constamment leur cadre de travail en fonction de ce qu'elles y subissent et tente bien souvent de les dénoncer par des moyens détournés. Émilie, elle, a tenté d'alerter le co-directeur de sa structure en abordant le sujet de la place des femmes dans les musiques actuelles. À peine avait-elle commencé à parler qu'elle s'est heurtée à un mur. On lui a répondu, c'est comme ça et puis c'est tout. Dans un contexte où parler de l'invisibilisation des femmes sur scène est déjà perçu comme un affront, comment Émilie aurait-elle pu dénoncer l'homme qui l'a violée ? Certaines victimes tentent, comme Émilie, de poser le sujet des violences sexistes et sexuelles sur la table, par des moyens informels d'abord, pendant une pause café, une conversation anodine, parce qu'avant de prendre le risque de parler, il faut s'assurer qu'on sera entendu. Et même lorsqu'elles en parlent de façon plus officielle, elles peuvent rencontrer d'autres obstacles. C'est ce qui est arrivé à Kenza, agressée sur son lieu de travail par un homme qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans, alors qu'elle-même y était intérimaire. Je suis en France depuis 2013. J'ai travaillé dans une entreprise, une grande entreprise d'affichage, publicité, avec une grande boîte d'intérim. Je suis une femme tunisienne. C'est pas facile. Moi, je trouve ça, c'est pas facile avec les employeurs. Moi, ça fait pas longtemps. Je suis en France. Fin 2016, je travaillais dans l'entreprise-là. Et je suis contente, elle paye bien et tout. Et dès que j'ai commencé, voilà, il y a des gens qui me disent, voilà, madame, il faut faire attention de monsieur S. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Le problème, quand je ne connais pas la loi, donc je dis, mais comment je vais faire ? Si je parle, peut-être, franchement, je peur, je me dors. Et si je reste comme ça, il m'embête beaucoup. Là, je ne concentre pas pour mon travail. Je me sens de trucs derrière moi, bien et tout. Et après, j'ai une collègue à moi, elle est ancienne aussi comme lui. Et j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, s'il te plaît, il faut parler avec lui pour me laisser tranquille. Elle a dit, laisse la dame tranquille. À chaque fois, elle n'a pas arrêté. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes. Sinon, je vais parler avec le directeur. Et là, je me sens qu'ils ont changé. Le chef d'équipe, il a arrêté de me parler. Les intérims, elle m'a appelée. Elle m'a dit, madame, aujourd'hui, c'est fin de mission. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, je ne sais rien.
Et voilà, j'ai sorti, je continue la journée, j'ai passé directement au bureau. Les responsables, je lui dis, l'intérim, ils ont m'appelé, voilà, je suis en fin de mission aujourd'hui, est-ce que je peux savoir pourquoi ? Et il m'a dit, voilà, c'est baisse d'activité. J'ai dit, comment ça se fait ? J'ai pensé pour parler avec les directeurs, directement. Je l'appelais. Après, il me répond, je lui ai dit, ouais, je suis madame telle. Bon, je veux parler avec vous parce que je veux passer. Même pas, je finis, il m'a raccroché. J'ai appelé l'intérim. Après, le lendemain, il m'a appelé et ils ont me dit, on a parlé avec le directeur. Il a dit, on peut rien faire pour elle. Si elle veut, elle dépose plainte pour le monsieur. À la VFT, on constate dans nos dossiers que les voies de saisine des victimes sont réduites. Parfois, il n'y a pas de référente harcèlement sexuel. Le CSE n'a pas été formé. Le délégué syndical vers qui on devrait pouvoir se tourner est un ami de l'agresseur ou l'agresseur lui-même. Or, pour dénoncer les faits, on a besoin de trouver du soutien dans tout le collectif de travail. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est une lutte collective. Ça ne doit pas reposer seulement sur les épaules de la victime ou de quelques personnes ressources. Lorsqu'il existe des canaux spécifiques internes à l'entreprise ou à l'administration pour dénoncer les faits, le plus important pour la victime est de saisir l'entité ou la personne qui la met la plus à l'aise. D'où la nécessité de multiplier les voies de saisine en interne. Nous verrons plus en détail les différentes personnes ou structures ressources qu'une victime peut mobiliser pour être accompagnée dans la dénonciation des violences à l'employeur dans les épisodes 9 et 10. Dénoncer les violences, comment ça se passe ? D'abord, il faut être consciente que ça peut prendre du temps et ça demande de l'énergie et du courage. Faire cette démarche réclame de s'y sentir prête. Par ailleurs, la dénonciation à l'employeur ne nécessite pas de porter plainte au préalable, ni même d'en avoir l'intention, puisque les procédures disciplinaires sont indépendantes des procédures pénales. Ensuite, on peut s'adresser à toute personne de la hiérarchie, telle que le personnel encadrant. On ne peut donc pas vous reprocher d'avoir signalé les faits à votre manager plutôt qu'à votre directeur. Idéalement, mieux vaut dénoncer les faits par écrit, une lettre officielle envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Quand Kenza a dénoncé par SMS le harcèlement sexuel qu'elle subissait, on lui a reproché de ne pas maîtriser suffisamment la langue française pour se faire comprendre. Elle s'est alors organisée. Avec sa fille et la VFT, elles ont reformulé une lettre de signalement, selon des critères considérés comme plus officiels par les employeurs. Et là, ce sont les conseillers prud'homaux qui lui ont reproché de ne pas avoir écrit elle-même la lettre. Peu importe comment elles s'y prennent, les victimes étrangères ont toujours tort. À mon avis, il y a un peu de racisme. Vous n'êtes pas française, vous êtes une musulmane, et tout. Et moi, ça fait mal. Ça fait mal. Les employeurs, ils ne pensent pas pour les salariés, surtout les intérimaires. Et là, je conseille les femmes qu'il ne faut pas lâcher, il faut trouver les bonnes personnes pour guider qu'est-ce que vous faites. Parce que moi, au début, je connais pas la loi, je connais rien. C'est pour ça que je n'ai pas parlé au début. Kenza était déboutée de ces demandes. Elle a malgré tout de la combativité à revendre et elle a décidé de faire appel de la décision. En ce qui concerne les agentes de la fonction publique, la lettre de demande de protection fonctionnelle, qui est une mesure de protection des agentes, est en elle-même une dénonciation. Elle s'écrit selon les mêmes critères qu'une lettre de signalement. Pour plus d'informations concernant la protection fonctionnelle, rendez-vous sur le site de la VFT, www.avft.org. Voici quelques conseils. Rédigez votre récit de façon chronologique, circonstanciée et détaillée. Expliquez les conséquences que les violences ont eues sur vos conditions de travail et sur votre santé. Ajoutez les articles du Code du travail relatifs aux violences que vous dénoncez et aux obligations de l'employeur. N'hésitez pas à vous aider du modèle créé par la VFT, disponible sur notre site. Recueillez les éléments de votre faisceau d'indices. Le faisceau d'indices, c'est ce que nous avons défini dans l'épisode précédent. Vous pouvez vous faire aider par la VFT, par un écrivain public ou par des proches, si vous ne vous sentez pas d'affronter toute seule cet exercice affreusement formel. Si vous avez dénoncé les violences subies, sans faire tout ça, pas de panique. Ce n'est pas irrémédiable, de toute façon, l'employeur doit quand même réagir, peu importe comment vous avez fait votre signalement. Dans le prochain épisode, nous aborderons les obligations de l'employeur en matière de violences sexistes et sexuelles au travail. Comment doit-il prévenir, réagir et sanctionner ces violences ? Avoir ces informations, c'est pouvoir reconnaître quand son employeur est dans l'illégalité et avoir les premiers outils en main pour le confronter à ses obligations. Merci de votre écoute.